Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Israël demain comme tous les lundis sur Studio Kalita. On vous présente les nouvelles technologies, tout ce qui a rapport avec les innovations dans différents domaines. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de tout à fait passionnant puisque nous allons parler d'opérations de sauvetage et on va parler aussi beaucoup de l'armée, de Tsahal, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous Dr Eric Seton. Bonjour Enchanté. Eric, merci d'être avec nous dans les studios de Studio Kalita pour nous parler justement un peu de ce que vous avez fait, que vous faites encore au sein de l'armée. Vous faites partie d'une unité une unité très spéciale, une unité d'élite, on va Tout dire. à fait. Une des 4 unités d'élite de l'armée israélienne. Une des 4 unités de commando reconnues par l'armée israélienne, ce qu'on appelle l'unité de sauvetage aéroportée et médicale. Donc on a déjà dit beaucoup de choses dans le mot, c'est-à-dire que c'est une unité de sauvetage, que le but c'est vraiment d'aller secourir des personnes qui sont en danger, des personnes qui sont blessées, que ce soit en territoire israélien ou en territoire ennemi. Tout à fait. À l'origine, l'unité a été bâtie pour sauver les pilotes au-delà des lignes ennemies, après la guerre de 73, à la guerre de Kippour. C'est une des leçons qu'on a apprises pendant la guerre. Et les missions se sont étendues en fait à sauver et à soigner des blessés au-delà non seulement des pilotes, mais également des soldats et également des civils, puisque nous sommes la seule unité aéroportée médicale. Ces dernières années, Magen David Adom s'est joint à nous, comme la plupart des médecins ou des paramédics servent dans les deux unités. Donc c'était un mariage normal. Tout à fait. On va rentrer en détail dans ces opérations et puis on va plutôt se concentrer sur le côté un peu technologique et technique de ces opérations. Mais avant, quelques mots sur vous d'abord, Eric. Vous êtes en Israël depuis longtemps ? Je suis revenu en Israël en 91 après mes études de médecine en France. Vous avez fait l'armée en Israël aussi ? J'ai fait mon service en Israël à l'âge de 18 ans. Et j'ai rejoint l'armée de carrière après, en 98. D'accord. Dans quelle fonction ? J'étais d'abord commandant d'infirmerie, puis après médecin-chef de l'unité aéroportée médicale, puis médecin-chef des services de renseignement. Donc une carrière militaire brillante. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Aujourd'hui, je suis médecin-chef, directeur médical du Herzliya Medical Center, l'hôpital privé de Herzliya, le deuxième grand hôpital après Asuta. Très bien. Donc voilà. Donc on a compris que vos passions, c'est la médecine et l'armée. Tout à fait. Donc on a trouvé la bonne combinaison lorsque vous êtes rentré donc dans cette unité 669, on va appeler, et qui a pour but donc de réaliser des opérations de sauvetage. Alors, avant de rentrer dans le détail de savoir comment on fait ces opérations, parlez-nous un peu des problématiques qu'on rencontre justement dans ce genre d'opération. D'accord. D'abord, l'unité est formée de 2 types de soldats. Ce sont des commandos qui sont formés à évacuer, que ce soit par câble ou par snapping, ce qu'on appelle descente en rappel, ou faire des plongées sous-marines, ou à retrouver des blessés également en terrain difficile, et des équipes médicales qui sont entraînées en même temps et qui sont ultra performantes. Ce sont généralement des chirurgiens, des anesthésistes, des réanimateurs, des médecins d'urgentistes qui sont parmi les plus performants d'Israël. Et ces médecins donc, et ces équipes se retrouvent donc dans l'hélicoptère avec les pilotes et bien ensemble ils font la mission d'aller et sortir et évacuer et soigner des blessés dans des conditions qui sont généralement très très difficiles, que ce soit en nuit, que ce soit sous le tir ennemis, en ne sachant pas toujours combien de blessés vont et dans quelles conditions ils vont les retrouver. D'où le fait qu'ils doivent être vraiment spécialisés, vraiment très performants. Voilà, exactement. Donc ils doivent être très performants et le matériel également doit être très versatile pour leur permettre de soigner différents types de blessures.
Et notre deuxième chose, c'est que nous sommes dans un hélicoptère. Un hélicoptère, c'est petit, il n'y a pas beaucoup de place, et également, ça permet de prendre un poids limité. Donc, le matériel doit être aussi avec un poids adéquat, c'est-à-dire du point de vue du poids, du point de vue de la taille. Il doit permettre également de travailler dans des conditions très dures. Il peut tomber, il peut être atteint par des balles, il peut être atteint par des projectiles, et il doit pouvoir continuer à travailler dans ces conditions. Donc, en fait, ce que vous nous expliquez, c'est que lorsqu'il y a un blessé ou des blessés dans un territoire qui est un territoire très difficile d'accès, parce que soit c'est en Israël, mais que c'est très difficile d'accès parce que c'est un terrain montagneux. Ça peut être lorsque, par exemple, on peut citer des exemples lorsqu'il y a des excursions, des fois... Comme celle qui s'était terminée tout à fait exactement très difficilement, avec 10... Donc, c'est ce genre d'action que vous réalisez. Tout à fait, exactement. Ou en terrain ennemi. Alors ça, ou c'est en encore terrain autre ennemi, chose. Ce sont des opérations spéciales, ou alors des blessés qui sont au-delà de la frontière, et nous pouvons donc savoir les évacuer sous le feu ennemi. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vous qui agissez, c'est votre unité qui agit. Et donc, il faut des solutions, on va dire, technologiques à ce genre d'opération. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, nous descendons à Qumran, qui est un endroit fabuleux pour faire du rappel. Un jeune qui s'est fracassé les vertèbres, et il faut le secourir. Ah ouais. Et en même temps, c'est très difficile d'accès. Premièrement, c'est très difficile d'accès. Et deuxièmement, il y a une question de temps aussi, je suppose. La possibilité d'accès est uniquement par câble. C'est-à-dire l'hélicoptère descend un câble, nous descendons, nous sommes accrochés donc au câble avec l'opérateur combattant qui nous descend, et nous arrivons au blessé. Et ce blessé, on va d'abord l'examiner. S'il n'est pas conscient, on doit pouvoir également le ventiler. C'est-à-dire le ventiler. Le ventiler, c'est-à-dire pouvoir le mettre sous respirateur artificiel. D'accord. Alors, quand on connaît les respirateurs artificiels, ça pèse quelques kilos. Et là, il faut le réduire au plus possible, parce qu'on va le monter en brancard au câble. Le câble c'est-à-dire qu'il faut être docteur, mais avoir aussi une condition physique. Ah oui, tout à fait. D'abord, c'est préliminaire. D'abord, tous les médecins qui sont là-bas sont en condition physique extrêmement bonnes. Ce sont des anciens généralement combattants. Et donc, on arrive à un patient pareil. Il faut le brancher sur le respirateur. Il faut que le respiratoire soit de taille minime. Après avoir ce qu'on dit intubé, c'est-à-dire mettre un tube au niveau de la trachée artère pour pouvoir ventiler le patient. Donc, il faut avoir également cette capacité de savoir intuber dans des conditions difficiles. Et on met le ventilateur. Le ventilateur doit être petit. Ouais. D'accord ? Parce que sinon, ça pèse sur le brancard pendant qu'on monte le patient. Il faut comprendre que quand on monte un patient, c'est pas tranquillement. C'est pas un ascenseur. Ça tourne, il y a du vent. L'hélicoptère fait tourner le patient, et des fois on se fracasse contre les parois du canyon. C'est-à-dire Donc où sont les médecins à ce moment-là ? Ils sont dans l'hélicoptère ou ils sont avec le patient ? Ils sont avec le patient. Quand un patient est dans cet état, donc l'opérateur, le combattant, fait descendre le médecin. Le paramédic reste dans l'hélicoptère pour recevoir le patient. Étant donné que tous nos opérateurs sont également formés comme infirmiers, on branche le patient, on le prépare, on le fait monter avec l'opérateur, et le paramédic le reçoit. Ouais. Donc c'est vraiment c'est quelque chose de très compliqué à faire, et il faut beaucoup d'expérience pour faire ce genre de choses. Tout à fait. Alors, vous avez à votre disposition des moyens technologiques qui sont tout le temps renouvelés ? Nous examinons. Il ne faut pas également faire trop de changements rapides, parce que les temps qu'on introduit une nouvelle technologie, que les médecins et les opérateurs et les paramédics s'habituent, il ne faut pas faire trop de changements. Donc on fait beaucoup d'examens avant d'adopter une nouvelle technologie. Et on fait appel également à aux homologues des unités spéciales, que ce soit Chayetet ou que ce soit Matkal, parce qu'on a également le même... Pour partager l'expérience. Pour partager les expériences au Shaldag, et parce que également on a
souvent, on a des interactions, des interfaces où on doit se rencontrer. Donc, il faut qu'on ait le même matériel pour qu'on puisse également travailler de la même façon. Et on évite de faire trop de changements. Mais on examine énormément de matériel. Alors, quels sont les matériaux aujourd'hui ou ce qui est à votre disposition justement pour permettre justement d'améliorer vos conditions de travail pour ce genre d'opération? Alors, ça peut être c'est un range énorme, par exemple, de matériel, que ce soit de ventilateurs, que ce soit des ventilateurs. Par exemple, hier, on nous a présenté des ventilateurs qui pèsent 1 kg au lieu de 3-4 kilos. Donc, ça permet vraiment d'avancer. Que ce soit des moyens de réchauffer les patients, parce que dans l'hélicoptère, et après avoir été exposés au froid, ils sont en risque d'hypothermie qui aggrave leur situation déjà traumatique. Donc réchauffer le patient. Ça peut être également des matériels d'entraînement pour les médecins. C'est-à-dire, par exemple, nous avons monté les premiers simulateurs à l'armée. C'était à l'époque avant donc même le corps médical, pour entraîner les médecins sous comment s'appelle un aspect véridique de la situation, c'est-à-dire de recréer la situation, voilà, sous une situation recréée et filmée pour qu'on puisse examiner en fait les endroits où il y a des échecs. C'est avec un hélicoptère, c'est avec du vent, c'est en obscurité. Donc vous recréez un peu la situation d'une façon un peu artificielle, justement, pour vous mettre en condition. Et avec un mannequin qui répond, qui respire ou qui saigne, etc. Et donc qui permet de recréer vraiment la situation pendant laquelle on se retrouve, dans lesquelles on se retrouve. Ce qui existe aujourd'hui beaucoup, en particulier dans l'armée de l'air, ce sont tous ces appareils sans pilote qui sont vraiment aujourd'hui utilisés d'une façon pratiquement générale pour réaliser des opérations. On parle là plus d'opérations militaires et des opérations d'attaque. Est-ce qu'il y a aussi dans votre unité des appareils qui sont sans pilote, justement, pour permettre, justement, quand on est dans un territoire ennemi, de récupérer des blessés? C'est encore l'étude. Hier, donc on avait notre congrès annuel de l'unité. Et deux structures nous ont présenté en fait leurs travaux. Une, c'est Israeli Aircraft Industries, c'est la Taasia Avirit, qui propose un robot très très léger, très versatile, qui permet également de transporter des blessés et également du matériel. Le blessé est à l'extérieur et donc il est manœuvré en fait comme un hélicoptère, un mini-hélicoptère de loin, et permet de transporter très rapidement le blessé. Bien sûr, il y a des problèmes, on ne peut pas donner des soins, le blessé est exposé aux intempéries, est exposé à des tirs, donc c'est encore pas au point. L'autre possibilité, l'autre projet qui est exposé, c'est par une société qui s'appelle Urban Technologies. Une société israélienne ? Une société israélienne, et permet, eux, ils ont ce qu'on appelle une mule. Et leur nouveau nom, c'est Cormorant. Cormorant. Et ça permet en fait de transporter 2 blessés dans un genre d'hélicoptère avec un rotor fermé. La signature est beaucoup plus petite qu'un vrai hélicoptère, mais également on a là des problèmes parce que c'est sûr que c'est un hélicoptère, c'est un appareil qui n'est pas résistant à tous les tirs. Donc en temps de guerre, on risque d'avoir des problèmes pour transporter ces blessés. Donc en temps, ce qu'on appelle le batash, bitachon shotef, c'est-à-dire le temps de garder la sécurité normale, régulière, ça peut être peut-être une solution. Mais en temps de guerre, ce n'est pas encore la solution. C'est un peu plus difficile. Voilà. On a d'autres choses. Par exemple, on peut passer également dans d'autres domaines. Le sang. Nous transportons du sang. Et récemment, en fait, il y a quelques années, nous avons introduit les facteurs de coagulation qui permet de, en fait, utiliser moins de sang
et dépenser moins de sang dans les blessés. C'est-à-dire, vraiment, nous utilisons beaucoup d'un grand range de matériel. Une grande gamme de matériel. Oui. Au niveau, est-ce que Israël, quelle est la position d'Israël aujourd'hui dans ce genre d'opération? C'est-à-dire, est-ce qu'Israël est à la pointe du progrès? Hier, donc, nous avions également un général américain qui a exposé son expérience en Afghanistan et en Irak, et il nous a déclaré que nous étions à la pointe du transport médical parce que d'abord nous avons beaucoup d'expérience. Nous transportons, nous évacuons malheureusement 400-500 personnes par an. Donc nous avons vraiment beaucoup d'expérience. Nous n'avons pas la même expérience que sur les transports de longue durée. C'est-à-dire des blessés qui sont blessés en Afghanistan, qui sont transportés en Allemagne. Ce n'est pas vraiment ce qu'on voit chez nous. Mais nous avons beaucoup d'expérience dans les... Vous savez, l'armée israélienne sait agir, enfin on peut dire vous, puisque vous faites partie de cette unité, sait agir dans l'urgence et dans des conditions très difficiles en fait. Tout à fait. Tout à fait, dans des conditions très diverses. Nous savons également, dans cette unité, en quelques heures, augmenter notre personnel par 10. C'est-à-dire récupérer des équipes qui sont dormantes ou en fait de réserve et les amener à l'unité et les rendre opérationnelles en moins de 2 heures. C'est tout à fait passionnant, en tout cas, ce genre d'opération, c'est valorisant, je suis sûr. Est-ce que vous avez une opération, une anecdote que vous vous souvenez plus, une opération qui vous a plus touché, à laquelle vous avez participé? Je crois que récemment, ça m'est revenu en fait à Pessah. C'était l'attentat de l'Hôtel Park. Ouais. J'étais donc de garde à ce moment-là, puisque c'est Pessah, donc essayer de libérer les réservistes. J'habitais sur la base. On a fini le Seder, j'ai à peine mangé la dernière bouchée et la sonnerie a retenti. Et nous avons été à l'hôpital de Laniado pour récupérer les blessés. C'était des blessés qui venaient en fait de l'hôtel, l'attentat. Et c'était des blessés qui avaient été déjà un petit peu soignés déjà sur place par le personnel de Laniado. Il fallait compléter les soins et surtout les transporter avec des blessés qui sont excessivement instables. C'est-à-dire qu'il fallait les transporter dans un autre hôpital. On les a transportés, alors on a travaillé toute la nuit, on les a transportés de Laniado à Rambam, de Laniado à Tel HaShomer et de Laniado à Bellinson. Et en fait, ce sont des blessés qui n'ont pas encore passé les opérations, donc ils saignent et ils sont très instables. Et on court après eux avec du sang, avec du liquide, des cristalloïdes. Ils sont ventilés. Et on a travaillé pendant toute la nuit. Je me rappelle, on est arrivé à 5h du matin après avoir en fait transporté les blessés pendant toute la nuit. Et donc, ça montre également la diversité de nos missions. C'est ça. On peut se retrouver tout d'un coup après, comme on s'est retrouvé également, aller sauver 10 matelots polonais sur un bateau qui a fait naufrage. Ah oui. Au bord d'Israël? Oui. Oui, on a eu une mission comme ça. Donc vous avez reçu une alerte et vous avez dû aller les sauver. Tout à fait. Ouais. Avec un de nos officiers qui a failli également périr d'hypothermie pendant le sauvetage. On ne s'embête pas trop dans ce genre d'unité. En tout cas, on vous souhaite de continuer comme ça et de continuer à sauver des vies, puisque c'est ce que vous faites en fait. Vous sauvez des vies et c'est vraiment très important. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de cette unité d'opération de sauvetage, l'unité 669. Merci beaucoup, bonne continuation, bonne chance aussi. Merci pour le reste. Merci Dr Eric Seton d'avoir été avec nous. Merci à David pour la réalisation technique et nous nous retrouverons bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Israël demain. Merci, bye bye. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita.